J'appelle donc pour la première table ronde, Harmonie, Alan et Christophe, qui vont intervenir sur le sujet, le premier sujet de l'authentification et l'identification. Nous allons comme ça sur les 4 tables rondes parler de sujets. Alors pour les très techniques, ça leur dira tout de suite, et apporter des solutions, proposer des solutions à l'issue de la description de ce que représente un terme ou un autre. Dans un premier temps, je vais vous laisser quelques minutes, quelques secondes pour vous présenter. On va commencer par Harmonie. Hein? Voilà. Alors, Maureen, ton micro est... Oui. Pardon, excusez-moi. Harmonie Quérol, territory manager de la région Ouest chez Systentia. Systentia, pour ceux qui ne nous connaissent pas, on est un acteur éditeur français sur le secteur de la cybersécurité et virtualisation. On fournit une plateforme d'accès qui sécurise l'utilisateur dans l'accès au système d'information sur toute la chaîne de confiance. Très bien, merci Harmonie. Alan, si tu veux. Ah, c'est bon là. C'est bon? Ouais. Donc Alan Lemer, donc moi je suis DSI en temps partagé et également consultant senior cyber. Voilà. Et donc indépendant et je travaille avec des partenaires comme Adocom, justement sur certains sujets. Merci. Bonjour à tous, Christophe Lelostec, donc je suis DSI de Adocom Resadia et notamment je m'occupe de la partie certification ISO 27001 et la certification HDS dont on parlera un peu plus tard. Donc HDS, pour préciser pour les... Hébergement de données de santé. Très bien, merci beaucoup. Alors pour démarrer ce sujet qui est l'authentification et l'identification sécurisée, est-ce que Alan, tu veux bien t'y coller? Alors, en fait, aujourd'hui, si vous allez voir, soit on prend un cas de la vie quotidienne, c'est-à-dire vous vous présentez devant quelqu'un, il vous demande votre nom, votre prénom, et vous présentez, lui dire je m'appelle Alan Lemer, par exemple. Ça, c'est l'identification. Ce qu'on peut vous demander, après, c'est de prouver finalement qui vous êtes. Pour ça, dans la vie quotidienne, vous allez potentiellement pouvoir présenter une carte d'identité. Et ça va être une manière de prouver votre identité. Si on transforme ça, en fait, dans l'environnement informatique, c'est quoi? Ça va être tout simplement de pouvoir, lorsque vous allez accéder à un système d'information, de prouver que vous êtes bien la personne, en fait, qui se connecte, tout simplement. Donc, en fait, la personne qui m'embête tous les matins et qui m'oblige à passer du temps, quelquefois à bloquer mon PC quand je suis un peu étourdi, c'est un petit peu... d'ailleurs, c'est Christophe. Hein? D'accord. Oui, c'est merci Christophe. Merci Christophe, mais pourquoi tout ça? Pourquoi tu m'empêches de bosser? Je perds quelquefois du temps, je t'appelle après parce que mon ordi ne marche pas. Alors, pourquoi je t'embête tous les matins comme ça? Parfois, je te verrouille en plus. C'est tout simplement parce que on a dans la société, dans nos sociétés, dans nos systèmes d'information, des données qui sont extrêmement sensibles. Et donc, il faut quand même qu'on puisse contrôler l'accès, ton accès, en fin de compte, aux ressources qui sont à l'intérieur de cette entreprise. De plus, toutes les actions qui sont effectuées au sein même justement du système d'information, il faut qu'on connaisse en fin de compte qui est l'auteur justement de ces actions
et permettent donc l'imputabilité justement des actions associées, ce qui nous permet d'avoir derrière une traçabilité aussi de l'ensemble. Tout cela, en fin de compte, on le retrouve que ce soit dans le monde de la cybersécurité, mais aussi dans un cadre de sécurité, mais aussi, par exemple, de versionning de documents, de choses comme ça. Donc, on est sur d'autres moyens de... Donc, le but, vraiment, c'est de faire en sorte qu'on puisse identifier chacun de vous, chaque personne, chaque utilisateur, suivant son contexte, justement, dans notre système d'information. Très bien, donc je ne vois pas ça comme un chargement personnel. Harmonie, oui. L'enjeu principal, c'est gérer le risque digital. Hein. Christophe en a parlé. Les données de l'entreprise, aujourd'hui, c'est le patrimoine d'une entreprise. Et donc, gérer et savoir qui s'est connecté, quand, à quoi, et donner les bons droits, c'est avant tout se prémunir contre de la fuite de données, contre de l'usurpation d'identité, et donc protéger le patrimoine de son entreprise. Donc, l'enjeu, il est là, et l'enjeu, il est aussi de simplifier pour l'utilisateur justement ces tâches qui peuvent être contraignantes. Et c'est tout l'enjeu d'éditeurs de sécurité de manière générale, à simplifier au maximum pour les utilisateurs le renforcement de la sécurité. D'accord, Harmonie. Donc, on était avant, on s'était vu en février 2020. Aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé de façon importante? Le télétravail. Complètement. Aujourd'hui, le télétravail, alors depuis le confinement, je crois qu'il y a plus de 3 millions de télétravailleurs en France. Et donc, forcément, de nouveaux besoins sont apparus. Alors, ils étaient déjà présents, on va dire plutôt à la marge, sur des populations nomades. Typiquement, les forces commerciales étaient plutôt adeptes du télétravail. Du jour au lendemain, il a fallu mettre au télétravail l'ensemble d'une structure. Et donc, pour le coup, ouvrir l'accès aux ressources de l'entreprise avec la même performance, la même ergonomie pour l'utilisateur final, depuis un réseau non maîtrisé par le système d'information, depuis parfois un poste également non maîtrisé. Il y a aujourd'hui un télétravailleur sur 2 qui utilise des équipements personnels, par exemple, pour télétravailler. Donc, comment sécuriser ces accès-là qui, jusqu'ici, n'étaient pas forcément pris en compte dans le périmètre de sécurité de l'entreprise. Donc il faut vraiment être vigilant sur cette partie de télétravail parce que la surface de risque s'est agrandie avec cette explosion du télétravail. Donc, il y a un concept qui a été identifié qui est le zéro trust. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le principe du moindre privilège, où pour le coup, on va être vigilant à tous les niveaux d'accès du système d'information, de renforcer le niveau de certification, d'authentification, pour être sûr que toujours la même problématique, que l'utilisateur qui veut se connecter soit bien le bon utilisateur et bien les bons droits. Et en télétravail, on parle notamment de ZTNA, Zero Trust Network Access, qui sont des solutions qui, en effet, permettent de sécuriser le télétravailleur avec tout un tas de contrôles, contrôler le poste sur lequel il se connecte, le réseau, pour éviter justement des attaques, attaques depuis un poste, ou une usurpation d'identité, comme j'ai déjà dit. Voilà. Donc, effectivement, il y a quelque temps, même si on avait tendance à utiliser je dirais, tous les outils Teams ou autres pour causer avec son voisin de bureau, on pouvait identifier qui était présent, et il se levait, il venait au café, etc. Donc, on arrivait à identifier je dirais, la personne physique, quelque part. Et aujourd'hui, c'est un petit peu plus complexe. Hein. Donc, Alan, on en avait parlé l'autre jour, personne physique, personne logique. Comment tu fais pour savoir que la personne qui s'est connectée, avec qui tu échanges, puisqu'on voit beaucoup les arnaques au président, c'est un petit peu sur ce sujet-là. Hein. On fait croire depuis 6 mois, on voit les fautes d'orthographe que tu fais, on les réplique. Comment tu qualifies ces deux éléments-là et comment on peut voilà. Alors effectivement, comme on le disait, hein, l'épisode Covid a amené à ce que certains environnements viennent se télescoper. Quand je dis se télescoper, c'est on a parlé
Alban le disait, ça a été un petit peu dans la précipitation finalement que certains chefs d'entreprise ont dû s'adapter à la situation, des fois, comme Harmonie le disait, en autorisant des choses, typiquement l'usage de postes informatiques personnels pour pouvoir finalement pallier soit au manque de disponibilité, de PC portables, de choses comme ça. Enfin, à un moment, un chef d'entreprise, il doit trouver des solutions. Parmi ces solutions, certaines, des fois, les DSI n'aiment pas trop ça, mais globalement, on n'a pas trop le choix. Il faut bien adresser le besoin. Si on revient justement à la problématique de personnes physiques et de personnes logiques, et du coup à ce phénomène de télescope, de rencontre de deux environnements que sont l'environnement personnel et l'environnement professionnel, vous êtes toujours la même personne physique en fait derrière votre poste, sauf que ce sont des deux environnements totalement différents et où la gestion des droits est là aussi totalement différente, qui vont venir se télescoper. Votre poste informatique, quand c'est un poste personnel, potentiellement, vous avez les enfants qui peuvent venir dessus, installer des choses, des jeux, et aller sur des sites auxquels vous n'allez pas habituellement. Cette personne qui est vous d'un point de vue, on va dire, personnel chez vous, et ce que vous êtes dans votre mission auprès de votre entreprise, vont venir finalement sur ce poste-là se télescoper. C'est là où effectivement il y a un enjeu majeur. Alors après, comme je dis à certains, voilà, il y a eu cet épisode-là. On a dû faire avec. Maintenant, il est aussi de notre devoir, souvent en tant que DSI, de dire ok, maintenant on remet les choses carrées, propres, comme il faut, pour que ces environnements restent isolés, qu'on recrée les silos, soit en disant bon ben le poste perso, maintenant tu l'oublies pour l'environnement professionnel, tu le mets de côté, tu le laisses aux enfants, et puis tu utilises le poste que moi je t'ai mis à disposition et qui lui est sécure, quoi. Encore faut-il pouvoir mettre des postes à disposition, parce que c'est vrai que quand tout le monde s'est précipité sur les postes portables pour les mises en télétravail, il n'y en avait plus nulle part. Donc ça a été des demandes assez variées de réutiliser, reprogrammer les postes perso, et puis là, bien évidemment, les gamins qui l'utilisent aussi, on n'est pas à l'abri. On a parlé donc d'identification pour le coup, mais en fait, moi, on me demande de m'identifier en permanence pour la banque déjà, ça c'est devenu assez régulier. Harmonie, sur les solutions que tu présentes, souvent on nous parle d'identification à plein de facteurs. Alors d'authentification pour le coup plutôt, voilà. Plutôt qu'identification si je peux me permettre. Authentification, voilà. En effet, l'identité ne peut pas suffire à contrôler un accès pour une personne, notamment quand on parle de personnes logiques. Aujourd'hui, le périmètre de sécurité est plus large que simplement qui je suis et quelle fonction j'occupe. C'est est-ce que je suis en télétravail, est-ce que je me connecte depuis un poste maîtrisé, pas maîtrisé, est-ce que je suis peut-être quelqu'un d'externe, parce que je pense que ça fait partie d'une prochaine table ronde, mais le réseau de l'entreprise c'est ouvert à l'extérieur d'une manière très générale. Donc pour le coup, il faut une des premières étapes de sécurité, c'est l'authentification. Et comment renforcer l'authentification? Aujourd'hui, un mot de passe à lui seul est devenu obsolète et ne suffit plus pour garantir un niveau de sécurité optimum. On connaît tous surtout quand il est mis sur un post-it, n'est-ce pas? Parce qu'on nous oblige à en mettre à rallonge et qu'on s'en souvient pas. C'est ça. Christophe, tu pourras peut-être parler des bonnes pratiques de l'ANSSI sur la partie authentification, mais c'est vrai que ces trois éléments, c'est un mot de passe complexe. Bon, très bien. Toujours est-il que plus le mot de passe est complexe et plus il se retrouve sur un post-it, justement. Le deuxième niveau, c'est renforcer l'authentification, c'est ne pas se limiter au mot de passe et aller chercher d'autres facteurs d'authentification. Alors, quand on parle de facteurs d'authentification, c'est
C'est typiquement, je saisis mon mot de passe qui doit être complexe. Et puis après, je vais avoir ce qu'on appelle un jeton, un mot de passe temporaire, en acronyme anglais OTP, One Time Password, qui va être généré par SMS, par mail, sur un mobile. Sur des apps, effectivement. Sur des applications, voilà. Et qui vont permettre de renforcer cette première authentification où le mot de passe est bon, mais je vais quand même demander une vérification et surtout via un élément que je possède, typiquement une application mobile. Je suis normalement la seule censée avoir mon mobile avec moi. Donc ces facteurs d'authentification sont importants pour renforcer l'authentification primaire où le mot de passe peut être facilement craquable, achetable. Hein. Je crois que c'est toi, Alan, qui disait l'autre fois que pour quelques dizaines d'euros. Effectivement, hein, alors certains nous disent des fois, mais alors acheter un compte utilisateur, ça doit valoir un certain prix. Je peux vous assurer, ça vaut pas très cher. Hein. Et un compte qualifié, c'est-à-dire globalement pour moins de $10, vous achetez un compte, c'est-à-dire un couple login mot de passe de quelqu'un qui est exploitable en l'état. Ça ne veut pas forcément dire que derrière, un assaillant pourra dérouler tout le process d'attaque classique pour venir éventuellement chiffrer les données de l'entreprise. Mais par contre, ça veut dire que ça n'a pas un coût élevé, contrairement à ce que beaucoup pensent encore. Ce sont des choses finalement assez peu onéreuses. Après, comme le disait Harmonie, il y a différentes méthodologies sur la partie identification. Il y a des choses qu'on connaît depuis très longtemps, les couples login mot de passe, les clés également RSA avec des codes qui se renouvellent, ce qu'on appelle les tokens, effectivement. Vous avez le biométrique, même si la CNIL sur le sujet va être un peu... voilà. C'est un autre débat. C'est un autre débat. Mais aujourd'hui, ça existe toujours. Vous avez des équipements qui sont équipés de lecteurs d'empreintes digitales et ça fonctionne. L'idée, comme le disait Harmonie, c'est de venir coupler plusieurs systèmes pour permettre d'améliorer finalement cette sécurité qui est, je le rappelle, le premier niveau. Un assaillant, si globalement il n'a pas ce premier niveau-là, ça devient forcément beaucoup plus compliqué pour lui de pénétrer le réseau d'une entreprise. Voilà. Il y aura des failles de sécurité peut-être sur des équipements, des choses comme ça, mais il faut savoir que ça reste bien souvent le premier niveau qui, comme le disait Cédric, arrive en grande majorité aujourd'hui par le biais des mails et d'un cheval de Troie. Voilà, aujourd'hui. Et ça, les fournisseurs l'ont bien compris, notamment sur la partie privée. Alors tout à l'heure, on parlait de personnes logiques. C'est vrai que les personnes logiques, ce sont des personnes, ce sont des comptes utilisateurs qui sont utilisés dans les sociétés, mais aussi vous, en fin de compte, en tant que personne, avec vos données, les photos de vos enfants, etc., etc. Vous avez des données, vous avez des informations qui sont importantes, qui sont essentielles, et ce qu'on appelle les biens essentiels, nous, dans le cadre de l'ISO 27001. Mais toujours est-il que depuis quelques mois, par exemple, les banques imposent maintenant d'avoir de l'authentification forte, donc ça rentre vraiment dans les mœurs. L'autre jour, je lisais un article comme quoi Google, au niveau de Gmail, allait activer par défaut la fameuse authentification forte aussi. Donc de toute façon, ça arrive, parce qu'il y a une véritable prise de conscience justement que malheureusement, le mot de passe n'est plus suffisant aujourd'hui en tant que tel. Même avec les recommandations de l'ANSSI, qui sont 12 caractères, majuscules, minuscules, complexes, etc., renouvelés tous les X temps, bref, toujours de plus en plus complexe, en tout cas pour l'être humain, de pouvoir se remémoriser tout cela, sachant qu'en plus, on va vous demander un mot de passe différent pour chacune des applications sur lesquelles on va devoir se connecter. Merci Christophe pour les mots de passe différents. C'est pour ça que je me permets, c'est pour ça qu'aujourd'hui les acteurs de la cybersécurité, éditeurs comme Systentia entre autres, comme je le disais tout à l'heure, on va chercher dans nos buts, dans nos développements, dans nos applications, à simplifier l'usage et justement ce renforcement de l'authentification. L'idée, c'est toujours de garantir un niveau de sécurité optimum, donc
de justement avoir des mots de passe hyper complexes à 12 plus caractères, mais pour le coup de le rendre complètement transparent pour l'utilisateur. Et c'est des outils logiciels qui vont permettre d'avoir un niveau de sécurité plus élevé, tout en ce que pour l'utilisateur, ce soit le plus transparent et que finalement l'utilisateur n'ait pas l'impression qu'il ait un niveau de sécurité plus élevé. Mais c'est les outils logiciels derrière qui vont permettre cette évolution, cette optimisation de la sécurité, notamment sur les solutions de télétravail qui aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, mais étant donné que c'est une surface de risque plus importante qu'avant, il faut être très vigilant sur les solutions de télétravail pour apporter cette authentification renforcée. Et on peut même aller plus loin. Enfin, je prends l'exemple de Systentia, on a intégré dans nos outils l'authentification, ce qu'on appelle continue. Parce que là, on parle d'authentification, on va dire initiale. Je m'authentifie une première fois sur ma session et après, je travaille normalement. L'authentification continue va, je pense, dans un avenir très proche, être de plus en plus déployée et va permettre d'analyser le comportement, ce qu'on appelle la biométrie comportementale. C'est analyser votre frappe clavier, votre façon de taper sur le clavier, votre façon d'utiliser la souris pour et il faut pas avoir le bras dans le plâtre, mais et pour identifier que si quelqu'un a pris votre poste parce que vous ne l'avez pas verrouillé, que vous êtes parti en pause café ou une prise de main à distance du poste, que ce soit toujours la même bonne personne derrière et que si ce n'est pas le cas, que la session se ferme et pour éviter encore une fois une fuite de données, une attaque depuis l'extérieur. Oui, merci. Effectivement, ce n'est pas une fatalité, les mots de passe complexes et autres, il y a des alternatives organisationnelles et techniques à ça. Organisationnelles, typiquement, vous pouvez aller sur de la passe-phrase, par exemple, plutôt que d'avoir un mot de passe de 8 caractères avec des signes un peu particuliers qui fait que quand je reviens de congé l'été, globalement, la première chose que je fais, c'est d'appeler le service informatique en dire, bon, au fait, mon mot de passe, je l'ai oublié, vous pourriez pas me le réinitialiser. Enfin, toutes les équipes le savent, hein, c'est comme ça tous les ans, donc globalement, c'est pas une nouveauté. Voilà, les passe-phrases permettent d'avoir un niveau de sécurité au moins aussi important, avec un nombre de caractères plus long, mais plus simple à retenir pour l'utilisateur, et qui permet potentiellement d'augmenter la durée de vie du mot de passe. Et comme le disait Harmonie, il y a aussi des solutions techniques qui permettent là aussi de répondre à cette problématique. En conclusion quand même, parce que là on a parlé on a fait de l'éveil sur ce sujet-là, mais comment je sais moi aujourd'hui si je suis pas trop mauvais sur ce domaine de l'authentification et est-ce qu'on peut avoir quand même un socle de base simple permettant soit d'aller voir son SI, de dire ouais, on m'a dit que chez Adecom, lors du truc, faut qu'on monte en compétence, qu'on installe des outils. Qu'est-ce qu'il y a comme socle de base à valider, à respecter? Simple, pour qu'on puisse... Les socles de base, en fait, tu l'as dit Alain, c'est de commencer à s'y intéresser. À partir du moment où vous sensibilisez vos utilisateurs et que vous échangez avec eux, que vous leur expliquez que ce que vous mettez en place, globalement, c'est pas pour les embêter le lundi matin quand ils reviennent de congé, c'est pour assurer la sécurité des données de l'entreprise et que vous leur expliquez pourquoi. L'utilisateur, on le sait en général, c'est bien souvent le maillon faible au niveau sécurité des systèmes d'information. Pour autant, un utilisateur averti, formé ou sensibilisé va être aussi un acteur de votre sécurité. Il va vous permettre aussi à un moment de vous alerter en vous disant « c'est bizarre, j'ai reçu un truc là, ça me paraît louche ». Il va venir vous en parler. Alors que quelqu'un qui n'en a pas connaissance, dans le pire des cas, il clique dessus et s'il a un doute, il va peut-être juste pas cliquer, mais il ne vous dira rien. En fait. C'est pour ça que c'est souvent un point qui est négligé dans les entreprises, c'est-à-dire on met des outils, on met des solutions en place pour assurer la sécurité des systèmes d'information. On oublie juste le maillon essentiel qu'est l'utilisateur, en fait. Donc la maturité de l'utilisateur à ces sujets-là, les tests que l'on réalise régulièrement avec nos éditeurs respectifs
et qui sont assez sympas en termes de retour, surtout quand ils n'ont pas été, je dirais, annoncés aux utilisateurs que l'on allait faire une campagne de phishing ou autre. Voilà, dans la salle, certains se reconnaîtront. Et c'est déjà un prérequis déjà de mettre tout le monde dans les réunions ADCOM là, pour avoir de l'évangélisation sur le sujet. C'est effectivement un bon moyen de lancer la démarche en entreprise, c'est-à-dire non pas pour cibler l'utilisateur qui toi tu as cliqué sur le truc, tu fais n'importe quoi. Non, l'idée c'est vraiment pas ça, c'est d'amorcer cette démarche en fait de sensibilisation de l'utilisateur et puis ensuite de pouvoir monter au fur et à mesure sur son niveau de connaissance et de maturité d'un point de vue sécurité des systèmes d'information. C'est un bon point d'entrée en tout cas. Ouais, très bien. Ok, super, merci. Merci. Christophe, tu m'avais glissé. Il existe gracieusement des petits mécanismes d'authentification multifacteur. Oui. Voilà, donc n'hésitez pas. Au moins les post-it disparaîtront des écrans. Disons que ce que disait tout de suite Alan, je rebondis quand même par rapport à ça, c'est vrai que la sensibilisation et la formation des utilisateurs elle est primordiale. En tout cas, nous, on s'en est aperçu à travers l'ISO 27000, à travers la partie hébergement de données de santé, aussi bien les utilisateurs que les clients. Et après, oui, on peut apporter des outils. Donc, on fait de la sensibilisation, on apporte des outils, on les forme sur les outils et tout se passe bien. Et pour rebondir par rapport à ce que tu disais tout de suite, Alain, c'est vrai qu'il y a plein d'outils aujourd'hui qui nous permettent justement non pas de se passer des mots de passe, parce qu'on en a besoin aujourd'hui encore, mais d'alléger en tout cas cette charge. On pense par exemple à de la fédération d'identité pour ceux qui connaissent un peu. Donc, c'est le fait d'avoir un utilisateur qui puisse se connecter et surtout s'authentifier à travers plusieurs domaines de sécurité. Alors, un des exemples, en fin de compte, bien connu en France, c'est France Connect, qui est quand même une réussite, même si, voilà. Un autre point, et c'est vrai qu'Harmonie, en fait, vous avez aussi des solutions comme ça sur la partie SSO, qui peut être un des composants, justement, de cette partie fédération. Ça veut dire quoi, SSO, là ? Single sign-on. Voilà, c'est vrai. Donc, c'est single sign-on. Le but étant comment dire, d'anticiper le login et le mot de passe de l'utilisateur, donc l'identification et la preuve de cette identification de l'utilisateur et de le remplir en lieu et place de l'utilisateur. Donc voilà, ça fait partie, c'est un des composants de la fédération aussi qui peut être mis en place. Et ce dont tu parlais aussi, c'est tout simplement le gestionnaire de mots de passe. Alors à titre privé, certains utilisent du Dashlan, pour ne pas le citer. L'ANSSI, en fin de compte, une de ces personnes en fait, qu'ils ont en interne qui a créé un petit gestionnaire de mot de passe qui s'appelle KeePass, qui est très bien, en fin de compte, qui répond en tout cas aux exigences, en tout cas qui répondra mieux que de mettre le même mot de passe partout sur toutes les applications, au risque de s'y perdre en fin de compte à un moment ou à un autre. Ou de le mettre dans un fichier Excel, comme on le voit encore. Ou de le mettre dans un fichier Excel, voilà, c'est ça. Exactement. Je veux juste préciser sur la partie SSO, on parle d'authentification depuis tout à l'heure. Finalement, on parle d'authentification, ce qu'on appelle primaire, c'est-à-dire qu'on parle de l'authentification pour ouvrir sa session le matin. Tu le disais tout à l'heure, Christophe, il y a toute application a besoin maintenant d'un login, d'un mot de passe. Et justement, les produits de SSO ou les gestionnaires de mots de passe vont permettre d'automatiser, de rendre transparente l'authentification de ce deuxième niveau, ce qu'on appelle de l'authentification secondaire, sur toutes les applications de son système d'information. Et pour justement pouvoir avoir des mots de passe différents par application, aussi complexes les uns que les autres, mais pour autant toujours le même leitmotiv pour que l'utilisateur ce soit le plus simple possible pour lui. Donc les produits en effet cités en tout cas les solutions qui existent vont gérer ces deux types d'authentification. Il ne faut pas oublier ces deux types d'authentification. D'accord. Merci pour déjà ce premier sujet. Je ne sais pas si dans la salle ou Cédric à distance qui voit les questions des auditeurs connectés. Est-ce qu'il y a quelques questions ? Est-ce que vous-même dans la salle des sujets vous viennent, un éclaircissement sur un point ou un autre ? Des questions sur les gestionnaires de mots de passe, sur la partie SSO, comment ça se met en place, enfin, éventuellement, comme le disait Christophe. Question pour un champion.
C'est une force et un danger, effectivement, tout comme le gestionnaire de mots de passe. Imaginez, vous avez donc le SSO comme gestionnaire de mot de passe, on a un mot de passe maître, entre guillemets, en entrée. Bien entendu, si ce mot de passe maître est corrompu, bien entendu, tout ce qui est derrière en tout cas, d'un point de vue accessibilité pour la partie SSO. Il ne le verra pas forcément au travers du gestionnaire de mot de passe. Par contre, effectivement, l'usurpateur pourra avoir accès à l'ensemble du coffre-fort de mots de passe. Un petit peu comme un coffre-fort autrement standard. Quand il est ouvert, globalement, tout le contenu est accessible. Voilà. Ce qu'il faut surtout, et je rebondis par rapport à cela, c'est l'avantage, c'est qu'on n'a qu'un seul point, en fin de compte, à vraiment sécuriser. C'est-à-dire qu'on va focaliser toute notre attention sur cela. On va rajouter des mécanismes du MFA, du Multi-Factor Authentication, avec justement des one-time, des mots de passe, en fin de compte, à usage unique, qui vont être changés tous les 30 à 60 secondes. Et à partir du moment où on va pouvoir bien gérer ce coffre-fort, à partir du moment où on va bien le mettre dans sa bulle, le risque est beaucoup plus faible, en tout cas, parce qu'il y a toujours un risque pour son sécurité, il y a toujours un risque que d'avoir des fichiers en fait compte Excel disséminés à droite à gauche ou autres avec des mots de passe en question. Effectivement, comme le disait Christophe, c'est une faiblesse si on met un mot de passe extrêmement faible en entrée par exemple d'un gestionnaire de mots de passe. Par contre, ça peut être une force si justement on active du MFA avec un mot de passe en plus assez complexe en entrée. Par contre, là, oui, clairement, c'est une force. Et de toute façon, les mots de passe sont demandés au niveau des applications. Donc, à partir du moment où on n'apporte pas une solution à l'utilisateur va trouver lui-même sa propre solution et malheureusement, elle ne sera pas forcément maîtrisée. Question ? Oui, Alain, j'ai une question en ligne. Ah, très bien. Alors, la question est la suivante. OK pour l'identification en entreprise. Alors, je lis rapidement. OK pour l'identification en entreprise, mais quid du SaaS? Comment s'assurer que l'authentification authentique est faite correctement chez les prestataires externes? Alors là, vaste question. Oui, Courage, oui et messieurs. non, finalement, Cédric, parce que et il est aussi de notre devoir, à un moment, lorsqu'on prend une solution SaaS auprès d'un prestataire, de s'assurer que le prestataire remplit certaines conditions de sécurité. Le MFA peut être un prérequis à adresser une solution SaaS, tout simplement. Et comme on le disait, le périmètre de sécurité ne se limite plus à son système d'information en local, à ses serveurs, ses applications dans sa salle informatique, mais de plus en plus ouverte sur l'extérieur, ouverte sur le cloud, sur des prestataires extérieurs aussi, qui sont amenés, ou des externes de manière générale, qui sont amenés à accéder au système d'information. Ça peut être des clients, des fournisseurs. Et donc, pour le coup, le schéma doit être le même, en fait, que ce soit ces utilisateurs internes ou ces prestataires extérieurs, voire peut-être même plus élevé pour les prestataires extérieurs, ou pour les applications SaaS, la sécurité est la même. Donc, en effet, comme le disait Alan, renforcement de l'authentification avec plusieurs facteurs. J'ai envie de dire, il n'y a pas de débat, en fait. Ça peut faire partie en fonction d'un critère dans un appel d'offres ou dans un choix, différenciateur. Et de plus en plus, de toute façon, de solutions SaaS intègrent ce genre d'outils. Ça devient un peu la norme, faut quand même vous dire ce qu'il y a. Et puis, il y a une petite particularité, c'est que bien souvent, lorsque vous intégrez une solution de SaaS, vous l'intégrez sur un périmètre applicatif donné, et pas forcément sur l'ensemble de votre SI. Globalement, vous avez pris une solution de SaaS de gestion des temps, par exemple. Quand bien même vous auriez ce périmètre-là qui viendrait à être corrompu, déjà, d'une part, c'est de la responsabilité de l'éditeur ou prestataire qui a mis en place cette solution-là de venir restaurer finalement l'applicatif et puis sa disponibilité. Donc, ça n'est plus de la vôtre déjà. Et d'autre part, vous n'avez qu'une partie de votre périmètre SI qui s'est fait bananer. Alors du coup, Alan et Harmonie, une autre question dans la foulée, c'est comment gérer du multifacteur pour des utilisateurs n'ayant pas un second device, un smartphone par exemple.
mais ayant accès à des applis en SaaS du type exemple M365. C'est bien parce que ça va être le sujet de la table ronde suivante. M365. Donc, comment gérer du multifacteur quand les utilisateurs n'ont pas de deuxième device? Alors, il faut savoir que la plupart des mécanismes de type Google Authenticator ou autres sont également accessibles au travers des navigateurs web. Ils ne sont pas la partie app, c'est la plus connue, certes, mais ça n'est pas la seule, en fait. C'est-à-dire que le jeton est généré via une page web sécurisée. Donc, on n'est pas forcément obligé d'avoir un smartphone à disposition pour avoir un jeton généré temporairement. On peut prendre l'exemple de sites internet qui utilisent des CAPTCHA, par exemple. Voilà, on est exactement sur le même principe. Donc, le fait de ne pas avoir de device n'est pas essentiel pour renforcer l'authentification. On a d'autres moyens. Et je te confirme, Cédric, c'est une question qui revient régulièrement. Une question dans la salle? Je voudrais avoir votre réaction par rapport à ce qu'a fait OVH quand ils ont cramé leur salle et qu'ils ont dit aux clients, bah, vous n'avez pas fait de sauvegarde, débrouillez-vous. Je trouve ça, c'est un peu, enfin moi qui suis dans le métier, quand on a un acteur qui est quand même le premier qui fait ce genre de réaction, ça met le discrédit sur toute la profession, je trouve. Et je trouve ça un peu inadmissible leur réaction d'ailleurs vis-à-vis de gens qui ont fait confiance, qui ont signé un contrat, qui ont mis tout leurs données là-dessus, et puis tout crame, et puis on leur dit, bah, c'est pas nous, débrouillez-vous, il fallait prendre le contrat au-dessus. C'est un peu, voilà. C'est effectivement malheureux, et c'est la différence entre les croyances et l'aspect contractuel, en fait, qui lie entre autres OVH et ses clients. Ce qui est un peu moche, en fait, dans l'histoire, c'est qu'on avait tous en visibilité OVH comme étant un acteur majeur français qui pouvait être l'une des réponses aux majors américaines. On s'est aperçu que bon, il y avait quand même encore quelques trous dans la raquette, quoi. Après, pour faire simple, d'autres acteurs, d'un point de vue contractuel, vous ferez attention, je vous le dis en aparté, sur l'aspect contractuel Microsoft, mais il y a des choses qui ne sont pas géniales non plus dedans. Avez-vous d'autres questions? Sinon, on va passer à la deuxième table ronde, que le temps passe. Alors, j'ai une dernière question, Alain, si tu veux bien. C'est la double authentification Windows se fait forcément sur un mobile, code ou via un mail? Question technique, pratique. Ah ben, en fait, on a répondu, les mécanismes de double authentification, enfin, il y a énormément de possibilités. On l'a dit, le navigateur peut en être un. Effectivement, recevoir un SMS en est une autre. Les applications sur smartphone. Vous avez même, certains d'entre vous l'ont peut-être testé aussi, la capacité de répondre à un appel en disant oui, je viens ou autre. Ça, c'en est un aussi. Voilà, tous ces mécanismes-là, en fait, existent aujourd'hui. Il est assez rare de ne pas trouver de solution pour adresser du MFA. Bien souvent, ceux qui ne le font pas ont trouvé plus des excuses que des solutions, je dirais. On peut coupler avec tout un tas de devices. Ça peut être des badges, des cartes à puce, des clés USB. Certains constructeurs distribuent des clés USB pour l'authentification. Donc, il y a vraiment, comme le dit Alan, je pense qu'aujourd'hui, il y a une solution pour renforcer l'authentification. Bien sûr. Un des points, par contre, c'est vrai qu'on n'a pas évoqué encore, mais bon, c'est juste pour clôturer par rapport à ça, c'est que même si vous avez des comptes utilisateurs avec du MFA, tout ça, etc., qui sont dans les services SaaS, tout ça, n'oubliez pas ceux des salariés, par exemple, qui sont partis de la société, des comptes inutilisés, des comptes qui sont orphelins, finalement, parce que ça aussi, ça peut être un vecteur de propagation où il est très simple, en fin de compte, de rebondir sur un mot de passe K2B il y a 10 ans, qui n'a pas la même sécurité, en fin de compte, que ceux récemment créés, parce que la politique de mot de passe, en fin de compte, a changé, bien sûr, a évolué. Et ça, c'est un des points aussi où il faut être vraiment extrêmement vigilant sur ces fameux comptes fantômes, on va dire. La gestion du cycle de vie, l'identité numérique.
Et ne pensez pas que forcément il faut y aller à la mimine dans l'Active Directory pour aller voir quel compte. Il y a des outils, entre autres gratuits, qui existent pour le faire. Ne vous inquiétez pas. Ok, donc il y a des solutions. On a un des petit solutions. peu défloré là, le sujet authentification, identification, mais on repart un peu confiant puisqu'il y a des solutions qui vont s'adapter à tous les besoins et tous les types d'entreprises.